Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris. Cette semaine, et ce sera en fait notre dernière semaine de la saison, tout du moins, puisque nous allons clore ces chroniques pour l'été, avant de revenir à la rentrée. Et nous allons donc terminer aujourd'hui ce premier semestre, en quelque sorte, des chroniques d'Amérique latine, avec un point sur l'élection présidentielle vénézuélienne qui va se tenir le 28 juillet, et dont nous avons déjà parlé il n'y a pas si longtemps, mais je voulais vous proposer de refaire un petit point d'actualité à quelques jours, au moment où j'enregistre, de cette élection tant attendue et qui va avoir bien sûr un impact sur place, ça c'est évident, mais également en Amérique latine et au niveau international dans le contexte qu'on sait, et en plus avec en ligne de mire les élections aux États-Unis le 5 novembre, selon que M. Donald Trump ou Kamala Harris sera le prochain ou la prochaine présidente ou président des États-Unis. Nous savons d'ores et déjà que le Venezuela, qui est déjà évoqué dans d'ailleurs les campagnes de Donald Trump, sera un des sujets de la politique étrangère de voisinage immédiate des États-Unis. Donc voilà pourquoi il faut revenir sur cette élection vénézuélienne. Pour dire quoi? Pour dire qu'au moment où j'enregistre aujourd'hui, eh bien, c'est quasiment la fin de la campagne électorale officielle vénézuélienne qui est en train de se terminer, avec cette situation, il faut dire, assez atypique et assez spécifique au Venezuela, d'un pays qui vit une crise politique systémique, qui connaît une situation dysfonctionnelle, avec des allers-retours entre une vie politique à peu près normale, mais aussi des moments de confrontation, de tension, d'autoritarisme, etc. On vit dans ce pays-là, qui vit une crise économique dont nous avons déjà largement documenté les dimensions, mais en même temps qui, depuis l'après-Covid et le début de la guerre russe en Ukraine, a finalement une sorte de bulle d'air qui lui permettent d'une relance de l'activité, d'être le pays d'Amérique du Sud qui va connaître, à part le Guyana, la plus forte croissance économique dans la région. Bien sûr, loin de remettre sur pied l'économie, mais enfin, une activité reprend. C'est ce contexte qui est vraiment spécifique au Venezuela. Alors, pour dire quoi, je disais, dernier jour de campagne officielle, dans une atmosphère assez atypique, donc je disais, aussi très tendue. Atypique parce que, à la fois, on voit un mano à mano entre Nicolas Maduro et le grand pôle patriotique, qui est la coalition qui soutient sa candidature pour ce troisième possible mandat à la tête du pays. On est dans un sextennat, donc ce sera 6 ans, jusqu'à 2030. Et donc on a, si vous voulez, cette situation-là, avec un Nicolas Maduro qui est dans tout le pays, qui circule partout, avec des foules importantes. On voit bien aux images quand on regarde, beaucoup de monde, en rouge, avec la grande ferveur populaire qu'a pu avoir le chavisme, la révolution bolivarienne. M. Maduro essaie de recréer ce climat un petit peu de fête populaire autour de cette élection, en tout cas militante, chaviste. Il parcourt plusieurs États, il était dans celui de Corredes, il était Carabobo, il était à Aragua, ce sont des États importants au Venezuela. Bref, il continue ce tour. Je disais aussi, on a retenu dans les médias cette expression de bain de sang sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Pourquoi il a dit ça et dans quel contexte? Et puis de l'autre côté, dans un pays qui, finalement, où Maria Machado a été empêchée, n'a pas pu participer à l'élection présidentielle, eh bien, elle fait quand même campagne partout aussi, dans les différents États, là, et dans celui de Zulia, grand État pétrolier aussi très connu au Venezuela, en présence du candidat officiel de l'opposition Edmundo González, mais aussi de Manuel Rosales, qui est un des gouverneurs d'opposition, qui fut lui déjà candidat contre le chavisme dans le passé, et qui font donc des campagnes. Tout ça pour dire que la campagne, elle existe, que partout il y a des meetings avec beaucoup de monde, à la fois chez les rouges, à la fois chez les bleus et les jaunes, les autres, qui arborent les couleurs nationales, et vraiment on voit des meetings partout, et donc il y a comme ça une espèce d'effervescence de campagne électorale dans un pays dont on connaît pourtant la crise qui l'atteint. Alors, la tension, parce que il est clair que les dernières déclarations des uns et des autres sont à prendre au sérieux pour suivre ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Tension parce que
Chacun accuse l'autre déjà de préparer une fraude d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, de dire qu'il y a des obstructions, de dire que les autorités électorales ne sont pas impartiales. Ça, c'est le discours de l'opposition. Le chavisme, de son côté, dit attention, ils vont préparer des fraudes de leur côté. On sait qu'ils sont déjà en train de le faire dans des bureaux de vote ou de s'y préparer. On sait que l'opposition a déjà dit qu'elle ne respecterait pas les résultats du 28 juillet si ces derniers ne lui convenaient pas. Et donc, c'est un peu comme ça, un jeu de ping-pong entre l'opposition et le chavisme autour déjà de la légitimité, de la bonne organisation finalement du scrutin du 28 juillet. Donc ça, c'est un premier niveau de tension. Et c'est là que les déclarations sur le bain de sang sont arrivées, qui ont été reprises par la presse française. Alors lui, Nicolas Maduro, il faut recontextualiser, mais ça pour dramatiser l'enjeu, pour faire monter la tension, c'est très clair, mais aussi parce que lui considère que l'opposition n'a jamais été loyale vis-à-vis des résultats, puisque sa première élection il y a 10 ans, en 2013, lorsqu'il avait gagné avec 50% des voix et un peu plus, eh bien, avait déjà été disons, non légitimé ou en tout cas pas accepté par une partie de l'opposition déjà à l'époque, le soir du résultat, dans laquelle d'ailleurs faisait partie Madame Machado. Donc lui réinscrit cette histoire là-dedans en disant de toute façon on a toujours eu une opposition dite golpiste, comme on dit au Venezuela, associée au coup d'État du 11 avril 2002 contre Hugo Chavez, et donc on ne peut pas faire confiance à cette opposition qui va faire une campagne qui sera relayée par les médias, par Washington, etc., pour dire que les résultats sont pas bons. Et donc, s'ils me refont ce coup, en gros, je résume de manière un petit peu familière, s'ils me refont un coup comme ça, je ne me laisserai pas faire, et vous verrez ce que vous verrez. Les chavistes ne laisseront pas faire, on ne se fera pas voler la victoire par une campagne, etc., etc. Et donc, si c'est ça qu'ils veulent, eh ben, on ira jusqu'au bout. Et donc, c'est là qu'est arrivée la formule du bain de sang qui a été reprise et qu'il faut recontextualiser. Ça fait partie des excès de langage, ça c'est très clair, mais qui renvoie à l'électricité, à la tension et la défiance en fait, qui existe entre tous les acteurs politiques, et c'est pas forcément effectivement bon signe pour le 28 juillet. Donc en fait, j'arrive à cet instant pour dire que encore une fois, ce qu'il va falloir suivre pour le 28 juillet, c'est à mon sens 3 choses. La première chose, c'est le niveau de participation. Est-ce qu'il y aura une abstention importante ou pas dans l'élection? Parce qu'en fonction de cela, ça va dessiner le résultat. On peut gagner une élection au Venezuela, comme ailleurs, bien sûr, mais surtout dans le cas vénézuélien qui nous intéresse. On peut gagner une élection tout en n'étant pas majoritaire ou en ayant derrière soi une adhésion, une vague massive derrière soi. S'il y a une très forte abstention, on peut gagner avec la mobilisation de son propre électorat, etc. Et dans ce cadre-là, le chavisme est assez préparé, puisqu'il a l'État, il a l'administration, l'appareil d'État, il a un maillage territorial réel avec son parti, le Parti socialiste unifié du Venezuela, mais aussi autour de ça, tout un tas d'organisations populaires comme les communes, enfin toute une série de choses et d'échelons qui, du niveau local jusqu'au niveau national, créent réellement un maillage militant fort pour le chavisme, mais un électorat qui est affilié au chavisme parce qu'il continue quand même d'en bénéficier en matière de programmes sociaux, etc., etc. Donc ça peut faire gagner une élection s'il y a une forte, disons, abstention, et de l'autre côté, une forte fragmentation d'une alliance, d'une coalition, enfin d'une opposition, pardon, qui à la fois a un candidat unique, mais qui n'est pas un candidat qui incarne un espoir en tant que tel, et puis derrière lequel plusieurs partis se sont coalisés faute de mieux, et tout ça peut aussi, disons, affaiblir le résultat dans les urnes le 28 juillet. Donc premier sujet à suivre, ce sera le niveau de participation. Deuxième sujet à suivre le 28 juillet pour l'élection présidentielle, ce sera est-ce que les uns comme les autres respecteront ce résultat? Et un élément de la réponse, c'est plus le résultat sera serré et plus la tension augmentera, plus le résultat sera large et plus il sera peut-être plus difficile aux uns comme pour les autres de dénoncer d'hypothétiques trucages dans l'élection, etc. En tout cas, personne n'est capable aujourd'hui d'y répondre, d'autant plus que, comme lorsque j'ai fait ma dernière chronique, les enquêtes d'opinion donnent des résultats très différents et assez
symétriquement différents. Certains proches du pouvoir vont donner Maduro avec 55%, toujours autour de victoire, et d'autres instituts plutôt proches de l'opposition donnent à peu près les mêmes résultats pour M. Edmundo González. Donc on ne peut pas savoir aujourd'hui vraiment du tout ce que valent ces sondages et lesquels sont plus vrais ou plus faux que les autres. Donc en tout cas, c'est autour de ces clés-là qu'il faudra suivre le résultat de l'élection, sur lequel on ne reviendra pas dans la prochaine chronique, puisqu'il n'y en aura pas avant la rentrée, mais bien sûr, on y reviendra d'une manière ou d'une autre pour analyser à froid les événements au Venezuela en fonction de ce qui se passera après cette élection, à la fois attendue, à la fois nécessaire et à la fois à haut risque. À bientôt.